Adonis est, est, est un icône, hein, je dirais, parce que en tout ce qui concerne le leadership, M. Adonis, son expérience a traversé les frontières du Bénin. M. Adonis est un consultant leadership, comme je le dis, et il est également directeur exécutif du cabinet Brel Africa, qui est un cabinet aussi de référence ici au Bénin. Nous avons déjà eu l'honneur d'avoir M. Adonis sur déjà plusieurs modules, hein, au sein du réseau. Et il revient encore nous donner une communication sur le e-leadership. Certainement que vous entendez ce qu'on met dans e-leadership. Ben, je crois que ce soir, M. Adonis va revenir davantage sur le concept de e-leadership, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes bien évidemment au cours de la période de COVID-19, nous étions tous confrontés au télétravail, au travail mobile, à l'équipe de travail virtuel des entreprises multisites, et nous étions tous confrontés à des différentes formes d'organisation de travail et qui génèrent davantage de distance et des moyens de communication et relationnels différents. Donc, nous avons tous pris part à ces différentes structures. Et pendant la période de Covid, avec ces structures, cela a pérennisé jusqu'au point où aujourd'hui, nous avons implémenté, je dirais, ce système dans nos habitudes, et qui fait que nous ne pouvons plus nous passer de travailler à distance et d'utiliser les plateformes dont nous avons à notre disposition pour pouvoir travailler. Alors, comment dans ce contexte parvenir à tirer son épingle du jeu? Comment faire en sorte que chacun se sente important et qu'il ait le goût de s'impliquer, de s'engager? Et comment parvenir à motiver, comment parvenir à mobiliser, à créer un sentiment d'appartenance auprès des membres de son équipe, tout en parvenant à effectuer un bon contrôle et atteindre ses objectifs de performance. Donc, en bref, il s'agit de comment exercer efficacement du e-leadership. Avec M. Adonis, nous irons beaucoup plus en profondeur sur ces aspects et nous allons beaucoup plus comprendre comment, de par notre structure, de par notre implication dans ces différents mécanismes de travail, comment exercer efficacement du e-leadership. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement laisser la parole à M. Adonis pour qu'il puisse nous donner beaucoup plus de détails à propos de ce thème. M. Adonis, bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Je vais... Attention, je crois que j'ai un souci de moi. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. M. Adonis, on vous reçoit un peu faiblement. Hein? Le son ne vient pas maintenant. correctement. On me reçoit maintenant, c'est bon? Ça peut aller? Il y a un souci? Vous me recevez là? Moi, je vous reçois. OK. D'accord. Merci, M. Adonis. Je fais juste un réglage de fond parce que j'avais utilisé la plateforme pour une autre réunion, pour un autre thème. Donc, voilà, c'était un peu ça que j'étais en train de modifier.
D'accord. Alors, donc, je vous remercie de m'accueillir pour la énième fois sur votre plateforme. On va aujourd'hui nous entretenir sur certaines réalités auxquelles nous sommes confrontés, notamment par cette période, je vais dire, de pandémie. Et donc, on va parler essentiellement du e-leadership. Et si je me réfère, bien sûr, on va dire, à ce qui m'a été donné comme Caneva, il sera bien sûr question de parler télétravail, travail mobile, travail, enfin, équipe de travail virtuelle, également entreprise multi-sites, donc comme étant des formes d'organisation de travail qui génèrent, on dit, davantage de distance et également de manière de communication relationnelle différente. Alors, comment dans ce contexte, bien entendu, parvenir à tirer son épingle du jeu, faire en sorte que chacun se sente important et qu'il ait le goût d'appliquer, de s'impliquer, de s'engager. Comment parvenir à mobiliser, motiver, créer un sentiment d'appartenance auprès des membres de son équipe. Donc, on va parler, bien sûr, pour finir, enfin, pour résumer tout ça, de e-leadership. Alors, déjà, il faut qu'on se positionne sur qu'est-ce que le leadership. Il faut qu'on parte de là et ce qu'implique les questions électroniques lorsqu'il s'agit du leadership pour donc, bien entendu, arriver aux réalités, bien entendu, du e-leadership. Alors, la question de leadership dans un environnement hyper virtuel, un environnement hyper digitalisé, c'est bien entendu la question de revenir aux fondamentaux du leadership, que sont la capacité à influencer, organiser, motiver, inspirer des équipes, des partenaires pour atteindre les objectifs dans des conditions difficiles. Parce que pour moi, le leadership, c'est la question de l'influence, de la motivation pour insuffler une dynamique d'atteinte de résultats dans des conditions difficiles. Parce que pour moi, par ma compréhension, bien entendu, du leadership et de mon expérience du leadership, je crois que le leadership réel, le vrai leadership se révèle en temps de crise. Et donc, le leader doit être quelqu'un qui appréhende les difficultés. Alors, lorsqu'on parle d'un environnement de e-leadership, c'est la question du processus d'influence sociale. Donc, j'avais parlé du leadership comme étant une question d'influence sociale parce que nous influençons nos pairs, nous influençons des organisations, nous influençons des communautés. Mais ici, nous devons, bien entendu, comprendre que nous utilisons la technologie pour arrimer, pour faciliter, bien entendu, la question de performance des organisations et des individus. Donc, des individus pour ensuite propulser les organisations. Dans un environnement de technologie, prenant, d'un environnement où beaucoup ne sont pas au même niveau de compréhension de nouvelles technologies. Beaucoup n'ont pas la même imprégnation. Ça veut dire qu'il y a deux formes de leadership. Il y a le leadership traditionnel, qui est d'être inspiration pour les autres, mais également la question du caractère formateur du leader. Parce que le leader, en fait, le vrai leader, c'est un formateur. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas travailler avec des personnes que vous n'arrivez pas à un niveau de connaissance élevé. Et vous ne pouvez pas, en fait, déployer des changements durables dans une organisation sans avoir un processus d'andragogie. Je ne vais pas parler de pédagogie parce que je considère que nous fonctionnons avec les adultes. Donc, je vais parler beaucoup plus d'andragogie pour créer des conditions d'émulation, des conditions d'inspiration et des conditions, bien sûr, d'adaptation. Alors, les préceptes même du leadership à travers les 4 clés fondamentales qui permettent, bien sûr, d'avoir de l'efficacité en tant que leader, notamment les 4 formes d'intelligence que le leader doit développer, se retrouvent dans le e-leadership. Excusez-moi du peu, je ne vais pas parler autant de technologie que je vais parler de leadership. Parce que la question du leadership dans le contexte électronique, donc du e-leadership, notamment dans un contexte pandémique, est une question qui fait appel à la capacité des leaders à créer. J'ai un retour, je crois que quelqu'un est en train d'avoir 2 appareils connectés. Allô, on m'entend maintenant? C'est bon. Je crois qu'il y avait un appareil, celui de Julien Acha, qui faisait un retour. Alors, je vais parler beaucoup plus du leadership, beaucoup plus de la capacité d'influence sociale
et les piliers d'efficacité du leader, notamment les 4 formes d'intelligence que le leader doit développer. Parce que ces 4 formes d'intelligence que le leader doit développer sont les éléments qui vont lui permettre de naviguer les difficultés, de naviguer les océans un peu troubles dans lesquels se retrouvent les leaders dans les conditions, dans les dimensions ou la dispensation actuelle. Première chose, c'est avoir l'intelligence intellectuelle. En matière de leadership, dans un environnement électronique, dans un environnement digitalisé, dans un environnement où vous avez beaucoup de télétravail, c'est faire preuve d'intelligence intellectuelle. Première chose. Pourquoi? La capacité à développer, à gérer, acquérir, transmettre et faire imprégner la connaissance. C'est ça qu'on appelle l'intelligence intellectuelle. Pourquoi? Parce que le leader est d'abord quelqu'un qui travaille sur la question de la connaissance. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous fonctionnons s'appelle l'époque de l'économie de la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est une époque où ce qui se vend le plus, ce sur quoi il y a plus de transactions et même de monétisation, c'est la connaissance. Aujourd'hui, ce qui vous démarque des autres, c'est la connaissance. Ce qui vous démarque de vos semblables, c'est la connaissance. Nous avons toujours besoin de travailler dans le sens de produire, de gérer, de transmettre la connaissance. Donc, avoir une capacité d'ouverture sur l'imprégnation continue, le développement continu de sa connaissance vous donne ce qu'on appelle l'intelligence intellectuelle. C'est la forme la plus connue des 4 formes d'intelligence parce que c'est celle-là qui fait appel au quotient intellectuel. Donc, votre capacité à nourrir votre intellect, à nourrir donc vos aspirations de connaissance et également accompagner les autres dans l'acquisition de la connaissance. Deuxième chose, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'à distance, lorsque vous n'avez pas vos équipes en présence tout le temps, lorsque vous devez gérer beaucoup de contingences, l'indisponibilité physique des autres, vous devez faire preuve d'une certaine maîtrise de votre personne, maîtrise de vos émotions, afin que vous soyez toujours dans la capacité de transmettre de la motivation aux autres. Dans un environnement de télétravail, dans un environnement de travail mobile, dans un environnement de travail virtuel, de plus en plus virtuel, parce que avec notamment la migration vers le siècle, on va dire le siècle de l'Internet, notamment le 20e, puis le 21e siècle, et maintenant avec les réalités de la pandémie de Covid-19, vous avez besoin toujours de faire preuve d'une certaine capacité de maîtrise de votre personne, de gestion de vos émotions, de savoir ce qui vous agrée, donc créer autour de votre propre personne l'environnement qui vous apaise pour être toujours au maximum focalisé sur les objectifs que vous devez transmettre et de la motivation que vous devez construire en vous-même, d'avoir un effort, de faire un effort pardon, d'automotivation afin que vous soyez capable d'inspirer vos semblables. Troisième élément, c'est l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est la capacité, donc l'intelligence émotionnelle étant mesurée par le quotient émotionnel. Lorsqu'on passe au quotient, à l'intelligence sociale, c'est vous devez avoir une capacité de contrôle, de maîtrise des autres, d'appréciation des autres, de cultivation ou de culture de cette relation à autrui, d'un cadre qui permette de construire une confiance permanente. Vous avez le sens de la construction d'une plateforme, construction d'un espace de coopération avec les autres, avec le respect des autres et la construction d'un rapport de confiance que vous mettez en place avec les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes leaders aujourd'hui, leaders demain, leaders après-demain, parce que nous sommes capables de construire des dimensions sociales, c'est-à-dire que nous sommes capables d'avoir des personnes avec qui nous fonctionnons sur la base d'objectifs communs, d'objectifs partagés et également de capacité à créer l'inspiration pour les autres. Parce que lorsque vous avez construit votre intelligence émotionnelle, que vous avez développé un quotient émotionnel élevé, vous devez ensuite également construire un quotient social très élevé, qui est la capacité de compréhension d'autrui, capacité de connaissance de vos partenaires, de vos équipiers, parce que nous travaillons de plus en plus à distance. Nous n'avons pas que la technologie, nous avons également les hommes au bout de la technologie. Nous avons la technologie comme outil,
mais nous avons surtout les hommes pour pouvoir permettre à ce que la technologie produise son efficacité. Parce que ce ne sont pas les ordinateurs qui feront les choses à notre place, c'est juste que nous avons, au lieu d'avoir des espaces de travail physiques, nous avons des espaces de travail virtuels. Donc, il faut qu'il y ait un dosage important de confiance construit les uns en les autres pour que, à travers l'espace virtuel, nous ayons la même efficacité parce que nous nous retrouvons autour des objectifs et que nous avons la capacité, nous, en tant que leaders, de drainer les énergies positives de nos semblables. Intelligence de changement. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de changement? La capacité à anticiper, appréhender, gérer et faciliter le changement. Parce que nous devons être des premiers défenseurs des besoins d'adaptation, d'innovation et de transformation. N'oublions pas que l'homme, par essence, est réfractaire au changement. Dans un environnement de e-leadership, ce que nous attendons des leaders, c'est leur capacité, bien entendu, à développer, bien entendu, de nouvelles formes de travail. Donc, être les premiers à, bien sûr, acquérir le changement, un peu comme dans le schéma dont j'avais parlé, l'acquisition de compétences, de connaissances. Mais dans ce cas-là, maintenant, expliquer les besoins de changement, expliquer les tenants et les aboutissants du changement, expliquer ce que nous gagnons à produire du changement dans notre activité, dans ce que nous faisons tous les jours, afin que chacun de nous soit des acteurs et non des spectateurs du changement. Ayant dit ces 4 choses, ayant parlé de ces 4 formes d'intelligence, je vous explique tout simplement que tout ce qui se fera au-delà de ça sera des questions de dosage, d'appréciation des bonnes technologies à utiliser, d'ouverture d'esprit, de partage permanent de ressources. Parce que dans un environnement de travail virtuel, dans un environnement et de plus en plus électronique, ce qu'il faut, c'est pouvoir créer la confiance dans les institutions à travers leurs dirigeants. Si les gens vous font confiance, les gens peuvent faire confiance aux efforts de réforme que vous entreprenez. Parce que les gens se disent, au moins, sa crédibilité nous permet de l'accompagner. Et vous, dans la performance que vous créez tous les jours, vous développez votre crédibilité. Ça, c'est ce qu'on peut expliquer dans les 5 niveaux de leadership. Premier niveau sur le positionnement, sur la position, la fonction. Deuxième niveau sur la capacité à avoir la permission des gens pour les diriger. Troisième niveau sur la performance, bien sûr. Quatrième niveau sur le développement des autres. Et 5e niveau sur, bien sûr, l'atteinte du pinacle ou de l'apogée. Ça, je ne vais pas aujourd'hui parler trop des 5 niveaux de leadership parce que je suis plus dans la question des piliers d'efficacité du leader. Le leader doit être un serviteur, c'est quelqu'un qui prend les autres par la main, qui accompagne les autres permanemment, qui leur permet de doper leur intelligence à travers l'esprit de partage, l'esprit d'acquisition de connaissances. Alors, dans un environnement de télétravail, première chose, c'est déterminer quel est l'espace de travail. Donc, déterminer les outils qui vont vous amener à performer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez autant besoin de connaissances, donc de ce que vous avez dans votre domaine spécifique, que de connaissances d'outils qui vous permettent de gérer. Aujourd'hui, par exemple, nous nous retrouvons sur une plateforme de travail. Parfois, on peut avoir des échanges sur WhatsApp. D'autres part, on peut avoir d'autres plateformes de télétravail. Il est important que le leader, les dirigeants d'entreprises, de clubs, d'associations, de toute forme d'institutions humaines puissent déjà faire le travail d'identification des pour et des contre, des tenants et des aboutissants des différentes formules de travail en ligne. Une fois que c'est fait, savoir les limites des unes et des autres. Est-ce qu'il y a des besoins de licence? Est-ce qu'il y a des besoins il y a des accès gratuits? Quelles sont les limites de ces accès gratuits? Pour que lorsque nous déployons un travail dans la durée, nous ne soyons pas, bien sûr, bloqués par ce que ça représente comme limite lorsque nous n'avons pas fait le travail nécessaire. Ensuite, avoir le devoir de former à l'interne nos responsables, nos dirigeants, nos équipes, nos participants, nos officiels, nos membres, nos employés. Tous ceux qui font partie du corpus social de notre organisation doivent être formés pour qu'ils puissent en fait avoir cette capacité donc à produire des résultats en ayant une impréhension, une maîtrise des
outils technologiques utilisés. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir un sens de l'autonomisation de nos équipes. Parce que lorsque nous avons un accès physique limité et donc que le travail est beaucoup plus virtuel, vous devez avoir une capacité d'autonomisation, donc de délégation importante de responsabilité vis-à-vis de vos équipes pour que ces personnes ne soient pas dépendantes du contact physique pour pouvoir performer. Dans le même temps, ça sous-entend une certaine discipline de vie que vous devez mettre en place. Parce que si vous n'avez pas de discipline de vie, vous n'avez pas la capacité à vous organiser pour faire un travail à distance. Parce que lorsqu'on est à distance, on peut se dire qu'on a le temps de faire beaucoup de choses pour n'importe quoi et ça peut influer sur notre capacité à nous organiser et à créer vraiment un environnement de discipline. C'est très important parce que si nous ne le faisons pas, nous limitons en fait notre performance. Nous limitons notre performance. Élément essentiel à prendre en compte, donc, c'est la délégation, l'organisation, la discipline à mettre en place pour qu'on puisse être beaucoup plus performant. Ensuite, les méthodes de suivi. Nous devons avoir des systèmes de rapportage que nous mettons en place. Nous déterminons le type de rapport que nous mettons en place. Nous essayons de voir que nos équipes aient le minimum d'outils de travail, que nous sachions comment nous mettre en réseau. Donc, si le besoin se fait sentir, faire appel à des experts de façon ponctuelle pour faire un travail de formation ou de mise en place d'outils nécessaires. Mais le plus important, c'est que nous, en tant que leaders, nous soyons toujours des anticipateurs. Parce que si nous n'avons pas le sens de l'anticipation, nous sommes toujours dans la réactivité au lieu d'être dans la proactivité. Nous devons être des personnes qui apprécient le besoin des choses, apprécions la valeur des choses et nous arrimons aux besoins d'innovation. Et donc, quelque chose de fondamental qui va diriger ce que nous faisons tous les jours, c'est bien sûr l'économie de la connaissance, parce que nous sommes à une époque où l'innovation, le travail est beaucoup moins de question de produire des biens ou même des services, c'est surtout de produire de la connaissance. Il y a de nouvelles formes de connaissances qui sont produites parce que nous avons l'intégration de beaucoup d'éléments de connaissances et ça crée de nouvelles connaissances. Et donc, nous sommes capables de vendre de nouvelles compétences. Et nos compétences actuelles, nos compétences habituelles, techniques, fondamentales à notre secteur d'activité peuvent être vendues avec beaucoup plus d'abstraction des limites frontalières ou physiques ou géographiques grâce, bien sûr, à ce travail qui se fait de façon distancielle et virtuelle. Donc, moi, je pense que mon développement essentiel va tenir donc à ces 4 formes d'intelligence, ensuite à la capacité d'innovation, d'adaptation, au besoin permanent de se remettre en question pour pouvoir accompagner de nouvelles acquisitions de compétences, mais surtout avoir la connaissance comme étant un environnement économique, donc étant une denrée économique. Parce que si nous avons le réflexe de construire l'économie de connaissances au sein de nos organisations, nous avons donc la capacité à identifier les poches de résistance au changement et nous les adressons par le dialogue, par la pédagogie, par l'andragogie, par la formation continue, par les réformes, les recyclages, mais également nous avons la capacité de nouer de nouveaux partenariats. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas travailler avec nous sont capables de travailler avec nous. Aujourd'hui, ceux qui étaient peut-être indispensables pour nous sont peut-être accessoires pour nous. Et donc, nous avons cette capacité à nous ouvrir, à anticiper, à réformer pour créer de nouvelles formes de travail. Ensuite, nous avons également, comme je dis, cette capacité, ce besoin de faire preuve de discipline de vie, parce que sans discipline de vie, c'est assez difficile de pouvoir maîtriser ce travail, notamment qui demande beaucoup d'efforts distanciels et virtuels, parce que les personnes peuvent être confrontées à leur réalité familiale, sociale et tout, en disant qu'elles travaillent à distance. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur le télétravail. Peut-être je vais faire un petit partage d'écran pour peut-être en parler un peu parce que c'est des recommandations que l'Agence nationale de sécurité des services informatiques a bien sûr voulu partager avec nous au début de la pandémie. Et je vais me faire le plaisir de faire ce partage d'écran-là pour vous en parler rapidement. Alors, je vais partager l'écran.
Pardon, un souci? Quelqu'un veut parler? On me suit toujours? Ça peut aller? Je peux avoir un retour si on me suit? Oui, oui, ça peut aller, M. Adonis, oui. Vous pouvez D'accord. continuer. Alors, donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle le guide du télétravailleur à l'ère de la COVID-19. Comme je l'ai dit, ça a été développé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, c'est bien sûr, il faut savoir que lorsque nous travaillons dans un environnement euh, professionnel, il doit être sécurisé. Et notamment lorsque nous sommes confrontés à l'usage des technologies de l'information et de la communication, il faut faire un effort de sécurisation de nos données. Parce que généralement, ce qui nous fait vivre sont nos données. Alors, donc, on fait du télétravail, mais on doit savoir que les réseaux domestiques n'offrent pas le même niveau de sécurité que ceux des entreprises. Donc, la compromission de la machine d'un employé a le potentiel d'exposer tout le système d'information de l'entreprise. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Donc, ici, recommandations, quelques fondamentaux, c'est utiliser des appareils fournis par l'entreprise pour accéder aux ressources professionnelles. Utiliser les mises à jour de sécurité, utiliser les VPN, donc qui sont des méthodes, des méthodes, des réseaux beaucoup plus performants, qui ne sont pas limités au niveau local et donc qui ont des relais qui créent une sécurité au-dessous. Donc, Virtual Bypass Network. Et il y a bien entendu les méthodes d'authentification double qui sont prévues par l'employeur afin d'accéder, bien sûr, aux ressources de l'entreprise. C'est surtout en fait dans le cadre de l'accès aux ressources de l'entreprise que je vais faire cet effort de développement-là. Alors, je vais essayer de désactiver le son de certaines personnes. OK. Alors, également, donc, ne pas activer ni contourner les outils de sécurité installés, ne pas désactiver, pardon, ni contourner les outils de sécurité installés par votre employeur sur vos terminaux de travail, donc antivirus, virus, mise à jour, outils de chiffrement de données. Et ne pas installer les applications mobiles sur le thème du COVID-19, mais plutôt s'informer sur la crise à partir des canaux officiels. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont développées, mais la sécurité de ces applications, l'accès à ces applications qui sont développées tous azimuts peut également compromettre votre système interne de sécurité. Alors, également, on a bien sûr évité l'utilisation d'outils de collaboration dans la tête par l'employeur, utiliser des mots de passe complexes pour les comptes d'entreprise, utiliser des mots de passe complexes, bien sûr, pour les comptes d'entreprise et personnels, faire un usage strictement professionnel du matériel de travail et éviter de connecter vos appareils professionnels à des réseaux ouverts, des Wi-Fi publics ou sans mot de passe. Alors, pour la question des outils approuvés de travail en ligne et de partage de fichiers, l'employeur sait que vous en avez besoin, mais assurez-vous que vous utilisez ce qui est prévu et adopté, approuvé par l'employeur. Donc, il peut avoir une version Word compromise, donc qui n'a pas de licence, que vous avez sur votre ordinateur personnel. Mais sur votre ordinateur de bureau, un employeur qui se respecte, une entreprise qui se respecte, aura une licence qui vous permet d'utiliser toutes les applications bien enregistrées. Parce qu'une fois que les applications sont enregistrées, vous n'avez pas la publicité intempestive, ce qui veut dire que vous avez moins le souci de potentielle compromission de vos données. Ensuite, il faut également quelques recommandations pour la sécurité de votre réseau domestique. Changer le mot de passe Wi-Fi de temps en temps, privilégier une boîte dédiée, un boîtier à votre usage professionnel différent des Wi-Fi utilisés pour l'usage domestique. Reconnaître des appareils connectés à votre réseau en consultant les pages d'administration de votre routeur. Donc, il y a des astuces contre le hameçonnage. Je vais envoyer ce document-là sur le forum à M. Akwamoli qui va partager ça à tout le monde parce que c'est un document qui est à usage professionnel et au grand public qui s'intéresse bien sûr aux questions de télétravail. Il y a des recommandations également aux directeurs de systèmes informatiques. Donc, sachez qu'il y a une activation de l'autorisation multifacteur pour tous les utilisateurs, pour privilégier les outils offrant des capacités de centralisation du travail, tels que Microsoft Teams, Slack, désactiver les comptes du personnel qui ne fait plus partie de l'entreprise, c'est très important, redoubler de vigilance concernant les attaques de phishing. Donc, c'est des attaques où on envoie un mail à quelqu'un pour dire transférer à telle personne pour avoir tel, et automatiquement, dès que vous avez l'habitude de transférer des mails qui vous amènent des messages qui viennent vers vous, des mails
où on vous dit il y a telle information ou tel jeu ou telle participation à un événement dont vous n'avez pas l'information officielle. Dès que vous cliquez, toute votre liste de contacts est compromise. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont pour tromper les internautes. Donc, vérifiez ce que les sauvegardes de système d'exploitation, ainsi de suite. Concernant vos postes de travail physique d'entreprise, il est nécessaire de mettre à jour, que les politiques de mise à jour de l'antivirus, patch Windows, soient bien implémentées sur les postes de travail à travers un VPN. Alors, veille sécuritaire, recommandation d'éducation de trafic. Et pour finir, comme je disais, la sécurité, c'est l'ensemble de mesures permanentes à observer par les utilisateurs et à enforcer par les responsables informatiques. Enforcer, ça veut dire enforcement, ça veut dire à mettre en œuvre. Donc, c'est un peu de la francisation d'un anglicisme. L'on se rend compte de l'importance des mesures lorsque le système est déjà en otage, l'otage de criminels, prêt à profiter de toutes les opportunités d'inattention, y compris en cette période de pandémie mondiale. Alors, donc, le télétravail est vecteur de digitalisation, mais il ne faut pas oublier qu'il augmente la surface d'attaque des infrastructures numériques. Donc, on va avoir beaucoup d'informations qui peuvent vous compromettre. Donc, il faut toujours être prêt, bien sûr, à des changements et à faire de la veille. Alors, la petite case que vous voyez là, c'est qui a conduit à la mise en œuvre de la transformation digitale de votre entreprise. On dit A, c'est le PDG, 2, c'est le directeur des services informatiques, ou c'est la COVID-19. Dans beaucoup de cas, vous savez très bien que c'est la réponse, c'est la COVID-19. Donc, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous, que je suis déjà en train d'envoyer dans la messagerie directe de M. Akpamoli pour que vous l'ayez, bien sûr, à votre niveau. Je le fais. Attendez. Akpamoli m'avait écrit tout à l'heure, je crois. Donc, je crois que j'ai fait l'essentiel de ce que je voulais développer avec vous, parce que comme vous le savez, je préfère toujours avoir plus d'échanges nourris avec vous que d'avoir un développement très épilogué et très prolongé. Je préfère me mettre dans la posture de celui qui fait un partage avec vous pour qu'il y ait des échanges assez nourris et bien sûr qui nous permettent d'être instruits tous, parce que j'ai également à apprendre de vous. Donc, moi, à mon niveau, j'ai fini l'essentiel de mon développement. C'est vrai qu'il est assez court, mais j'ai essayé de toucher aux éléments cardinaux. C'est un travail de mise en œuvre, de mise à jour continue, et je nous souhaite de réussir cette transition-là à l'économie de la connaissance et à l'ère du e-leadership. Je vous remercie encore. Je passe la parole à M. Akpamoli. Merci beaucoup, M. Adonis Stella, pour votre brillante présentation. À présent, nous allons maintenant passer aux questions. Tel que M. Adonis l'a dit, c'est vraiment une session de partage d'expérience, une session de mise à jour de nos connaissances, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus appelés à travailler via les plateformes de travail en ligne. Nous avons beaucoup de structures d'entreprises aujourd'hui qui ont de succursales et puis qui demandent à ce que les travailleurs puissent utiliser ces plateformes pour pouvoir passer les informations. Donc, aussi, en tant que consultant ou bien en tant qu'entrepreneur, nous suivons des formations en ligne, nous suivons des webinaires en ligne, des conférences en ligne. Et il serait bien de comprendre quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour pouvoir éviter de tomber dans les faits, dans les insuffisances, bien évidemment, de cette opportunité que nous offre, bien évidemment, et que nous avons découvert pendant la période de Covid. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant laisser la parole au participant. Qui veut prendre la parole? Madame Evelyne? C'est bon, allez-y, c'est bon. Elle a coupé le. Ok, d'accord. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement laisser la parole. Monsieur Gbapa?
Oui, bonsoir, Président. Bonsoir, Monsieur Adonis. Bon, euh, Bonsoir, monsieur Wamba. Bonsoir, monsieur Wamba. Bonsoir, Président. Oui, je vous reçois 5 secondes. Allez-y pour vos questions. Oui, je vous reçois 5 secondes. Allez-y pour vos questions. Bonsoir, Monsieur Adonis. Bonsoir merci pour votre présentation, tout ce que vous avez développé pour nous. c'est un plaisir. Très intéressant. Moi, je voudrais simplement, je voudrais que vous me reveniez un peu sur l'intelligence de champ. Ma connexion a fait vraiment de trucs sur ça. Je voudrais juste que vous reveniez un peu sur ça. Merci beaucoup. De changement, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, Monsieur Baka? Oui, l'intelligence de changement, oui, c'est ça. D'accord. Alors, pour l'intelligence de changement, j'ai expliqué que c'était la capacité, en fait, à appréhender, anticiper, gérer et faire accepter et implémenter le changement. Parce que l'homme, par essence, est réfractaire au changement. L'homme, par essence, fait opposition et résistance au changement. Ce qui n'a rien à voir avec la résilience de l'homme que l'homme doit développer en temps de crise, mais c'est plutôt lié au conservatisme naturel que l'homme développe dans toute situation. L'homme est plus à l'aise à gérer ce qu'il connaît, à travailler selon la façon dont il a toujours travaillé, dont son père, son grand-père, son arrière-grand-père ont travaillé. Ce qu'il est venu rencontrer, il l'utilise. L'homme, par essence, est réfractaire au changement. Alors, le leader qui fait preuve de cette quatrième forme d'intelligence qui va constituer avec les trois autres, donc intelligence intellectuelle, intelligence émotionnelle, intelligence sociale et donc intelligence de changement, va constituer, bien entendu, les piliers d'efficacité du leader. L'intelligence de changement, donc, c'est avoir le sens de l'anticipation pour accompagner le changement, expliquer le changement. Identifier dans votre organisation, qu'elle soit une petite ou une grande organisation, les poches de résistance au changement et par l'andragogie, voire parfois même certaine forme de pédagogie, le dialogue, expliquer le besoin, les bien fondés de changement et ce qu'on y gagne. Mais également, expliquer dans leurs limites, bien sûr, les possibles difficultés qu'on peut rencontrer pour pouvoir faciliter le changement. L'intelligence de changement est cette forme, donc ce quotient de changement avec le quotient émotionnel, le quotient social et le quotient intellectuel forment ce qui fait l'efficacité d'un leader. J'espère qu'on a compris, M. Baka. Oui, merci beaucoup, Monsieur Adonis. C'est un plaisir. Autre chose, oui. Je prends par exemple, en ce temps de situation de Covid, beaucoup de choses se passent aujourd'hui en ligne. Oui. Et j'ai à charge, par exemple, une équipe que je coordonne pour réaliser un travail ou un projet. Et il s'est fait que dans cette équipe, on doit, par exemple, souscrire. Chacun doit avoir un apport financier afin que le Votre connexion. Je ne vous reçois plus. Le travail soit fait. C'est économique actuel. Votre connexion. Vous me recevez? Je ne vous ai pas parti de l'apport. Je ne vous ai pas parti de l'apport final. Ok, vous me recevez maintenant? Oui. Oui. Ok, je disais que à l'heure actuelle où tout se passe en ligne, j'ai par exemple à charge une équipe pour pouvoir réaliser un projet, rendre ce projet-là. On ne peut plus se voir. On fait tout le travail, par exemple, aujourd'hui en ligne. Mais chacun devrait contribuer financièrement. Et la morosité économique actuelle fait, par exemple, que tout le monde dit, je n'ai pas de l'argent. C'est dur pour moi. Les temps sont ci, les temps sont ça. Physiquement, vous ne vous voyez plus, vous ne vous rencontrez plus. Les gens ont développé cette résistance parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Comment est-ce que je peux développer le e-leadership à distance pour pouvoir faire revenir ces personnes-là à s'investir afin que le projet soit réalisé? Merci. Non, moi, je pense que c'est deux problèmes un peu différents. Je vais dire pourquoi. Première chose, si vous croyez en un projet auquel vous n'êtes pas juste participant et que vous êtes contributeur, acteur,
co-investisseurs, que ce soit un travail en ligne ou présentiel, je pense que l'important, c'est de pouvoir définir quelle est cette vision que nous partageons pour avoir l'implication des autres. Alors, si ce n'est que un investissement qui est limité peut-être à l'acquisition d'outils de travail, généralement, l'outil de travail collaboratif, chacun se dote de l'outil qui est recommandé pour pouvoir faire un travail. Mais je pense que ce que vous décelez, c'est peut-être que la question distancielle fait que la distanciation sociale crée une certaine forme de manque d'engagement. Ça, c'est que vous prenez vos membres d'équipe un à un, vous demandez à avoir un échange direct, un à un, et ensuite un échange collaboratif pour faire ce travail de motivation, d'explication des besoins de s'engager et de montrer que même à distance, nous ne prenons pas, ça ne prend pas, notre engagement ne prend pas un coup. Vous comprenez? Donc, vous devez faire un travail qui consiste bien sûr, à faire ce travail de motivation à travers l'explication des objectifs, de ce que vous vendez comme vision, et vous faites ce travail-là qui permet de fonctionner dans des conditions difficiles, dans des conditions de crise, et d'expliquer que ce qui vous unit, vos objectifs sont plus forts que ce qui vous mettrait à distance, notamment cette pandémie-là. Donc, c'est un travail qui consiste à faire preuve autant d'intelligence émotionnelle, vous-même d'avoir cette capacité de vous motiver, et en même temps d'avoir l'intelligence sociale pour pouvoir créer des conditions, bien sûr, de motivation, bien sûr, de votre équipe. Donc, c'est un peu ça, M. Baka. M. Baka, pardon. OK. Merci beaucoup, M. Adonis. Toujours dans le même sens, où habituellement vous avez cette facilité de vous voir régulièrement, physiquement, pour pouvoir faire un travail. Et au sein de l'équipe, quelqu'un s'est déplacé et allé peut-être à l'extérieur, à voyager, et les autres sont sur place. Et un jour, par exemple, quelqu'un dit, voilà, c'est toi qui, ta présence réunissait tout le monde. Voilà, ton départ a fait que la cohésion n'y est plus. Comment est-ce que depuis sa position de distance où les travaux sont devenus désormais des travaux en ligne, cette cohésion peut être retrouvée d'abord au sein de ceux qui sont sur place et avec... Votre micro s'est coupé. Soit quand bien même la distance y est désormais. En fait, lorsqu'on parle oui, de cohésion, vous me recevez? Et lorsqu'on parle de cohésion, fermez votre micro, à chaque fois. Vous avez on dirait que vous avez deux appareils allumés, donc il y a un retour à chaque fois que je parle. C'est pas, il y a un problème quand je parle avec vous, il y a un retour à chaque fois. Bon, alors, donc, lorsqu'on parle de cohésion, la cohésion, c'est quelque chose qui se construit dans le temps et pas seulement dans l'espace. D'abord, c'est quelque chose qui est émotionnel en même temps qu'intellectuel. Vous réunissez les gens autour d'objectifs qui font que vous autonomisez également les gens. Vous donnez le pouvoir aux gens de pouvoir travailler et réussir leur mission, qu'il y ait présence ou pas. Également, vous ne pouvez pas avoir un leader digne de ce nom qui crée une dépendance à sa personne. Il doit pouvoir être dans un travail d'émulation permanente qui transfère le maximum de données et de connaissances et autonomise les autres pour faire un suivi afin que les autres soient capables de construire d'autres leaders. La présence ou l'absence de quelqu'un ne doit pas être un problème parce que quand on parle de cohésion, c'est d'abord une unité de pensée et d'objectifs, même avec des approches différentes, mais avoir les mêmes ambitions, les mêmes projections pour ce que nous faisons ensemble. Donc, que l'un soit à distance ou pas, vous travaillez sur une communication particulière. Si celui qui est à distance est celui qui est le porteur premier du projet, il doit créer un environnement où les autres sont de plus en plus imprégnés et impliqués et avoir une capacité de travail aussi bien individuellement, comme on dit inbox, qu'en même temps que collectivement, qu'il soit toujours le socle d'unité et le facteur de motivation, qu'il soit à distance ou en présentiel. Parce qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, vous pouvez avoir
des équipes qui travaillent sur différents continents. Et donc, ce n'est pas la présence qui fait la cohésion, c'est l'unité de pensée, le partage d'informations et de motivation continue qui font la cohésion, en fait. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Adonis. J'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Adonis. Je veux aussi également ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. C'est pour dire que nous, au sein d'abord du réseau, nous travaillons beaucoup plus en ligne. Nous avons des membres qui la plupart ne sont pas à Cotonou, d'autres sont à l'extérieur. Et depuis 2018 que nous travaillons ensemble, nous essayons de nous retrouver parce que quand nous décidons de nous retrouver en présentiel pour travailler, c'est souvent compliqué parce que tout le monde n'est pas disponible. C'est compliqué à tous les membres de se déplacer pour venir à Cotonou pour qu'on puisse travailler. Donc, du coup, nous mettons beaucoup plus un accent sur les travaux en ligne. Donc, à un moment donné, il faut que nous puissions renforcer la cohésion sociale. Parce que parfois, il y a des membres, bien évidemment, qui, à partir du moment où ils ne sont pas impliqués dans une activité, ils se sentent beaucoup plus éloignés et on sent que, bon, que le rang est disloqué, on sent qu'il n'y a plus de cohésion. Donc, du coup, il faut que chercher maintenant des activités pour pouvoir maintenant renforcer la cohésion sociale, les ramener, les motiver et leur montrer que bon, qu'ils ont un intérêt et également les réseaux s'intéressent également à eux. Donc, du coup, c'est juste un exemple que je suis en train de partager. Nous avons donc initié à ce que durant toutes en tout cas pendant nos réunions bimensuelles qu'on organise avec tous les membres, nous avons demandé qu'au cours de cette réunion, que chacun maintenant puisse donner de ses nouvelles. Parce que c'est vrai que c'est la profession, c'est le travail qui nous réunit, mais au-delà du travail, nous avons d'autres valeurs, d'autres choses à partager. Et c'est ces éléments qui viennent renforcer la cohésion sociale. Donc, du coup, nous demandons au cours de ces réunions que chacun puisse donner de ses nouvelles. Quelles sont ses actualités, quels sont ses défis, quelles sont ses perspectives, pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour qu'au-delà de l'objectif que nous réunit au sein du réseau, nous puissions aussi également l'aider, que cela soit sur le plan, sur son propre plan professionnel ou bien sur les défis familiaux ou bien sur ses perspectives d'avenir, ces perspectives, nous puissions également contribuer pour voir dans quelle mesure du possible ces objectifs sont atteints. Donc, lorsque nous avons commencé par mener ce genre d'activité, nous avons remarqué au-delà de pouvoir parler uniquement du travail et de parler d'autres choses, bien évidemment, en ce qui concerne les éléments qui, je dirais, qui ont un intérêt particulier, c'est-à-dire quoi, qui se rattachent beaucoup plus à eux. Nous avons constaté que maintenant que il y a la cohésion maintenant est renforcée, nous avons remarqué que bon, la communication passe, nous avons remarqué que les activités évoluent, plus ou moins, et il y a plus de contraste. Donc, quand même, quelqu'un n'est pas impliqué dans une fini d'exécuter sa tâche, il essaie quand même de s'investir pour apporter par rapport aux autres, et ça évolue. Donc, c'est pour dire que à monsieur Papa que c'est à lui en tant que leader de voir comment est-ce qu'il peut mener des activités extra professionnelles pour pouvoir ramener son équipe sur les faits qui va beaucoup plus s'intéresser de manière beaucoup plus particulière. Donc, voilà un peu ce que je tiens à ajouter par rapport au développement de monsieur Adonis. Merci encore pour la contribution fort pertinente et édifiante. À présent, nous allons laisser encore M. Gidas. Si, le micro de M. Gidas est ouvert. Il y a l'option de lever la main pour qu'on puisse savoir rapidement. Oui. Si vous avez une question, veuillez lever. En bas, réaction, levez la main. Oui, M. Gidas, allez-y. Il me semble que M. Gidas n'est pas là, certainement. Oui, je vais à présent laisser la parole à monsieur Alain. Oui, bonsoir
Bonsoir, monsieur Adonis. Bonsoir, président. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, monsieur Koudera. Bon, un apport, une question, monsieur Alain? Bon, à mon niveau, ça va. Je suis pas d'accord. Ce qu'elle dit est si bien dit que je n'ai rien à y ajouter. Merci beaucoup, monsieur Alain. Je vais laisser la parole à monsieur Titi Gauthier-William. Monsieur William, vous êtes là? Il me semble que monsieur n'est pas là. Un apport, une question. Madame Asselèche, avant d'une femme, Madame Asselèche Kapwetiji, vous me recevez? Votre micro est toujours fermé, hein, Madame Asselèche. Oui, président, je vous reçois. Un Non, apport, mon niveau, ça va, pas de questions. Ça pas de suffit. question. Non, merci. D'accord. Je vais laisser la parole à Madame Diatou. C'est bon de mon côté. C'est bon? Oui, c'est bon, ça peut aller, merci. Oui, merci pour moi. Oui, monsieur Adéponon, vous avez la parole. Monsieur Adéponon, on ne vous reçoit pas. Hein? Monsieur Adé, on ne vous reçoit pas. Écrivez votre question dans le chat box. Si c'est une question de réseau, vous pouvez laisser votre question dans le chat box parce qu'on ne vous entend pas du tout. Oui, monsieur Komla, coach Komla. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux communicateurs. Je n'ai pas de questions particulières. Je vous présente mes excuses pour le retard. J'ai été en retard, je n'ai pas suivi la grande partie du développement. Donc, je suis simplement maintenant, quoi. Alors, merci beaucoup. Oui, monsieur Komla, veuillez partager bien avec nous votre expérience en ce qui concerne le télétravail. Est-ce que vous avez eu part de, en tout cas, est-ce que vous avez participé au télétravail dans le cadre de votre fonction? Quels sont les défis auxquels vous étiez confrontés, pardon, au cours de cette exercice? Oui, bon, moi, je n'ai pas fait de télétravail, surtout au cœur d'une équipe. Mais moi, en tant que je suis psychologue clinicien, je suis aussi coach personnel. Donc, j'ai des clients ou des patients que j'accompagne en ligne. Et donc, c'est ce que je peux appeler télétravail. Et donc, des gens qui sont à l'extérieur, dans d'autres pays ou même au Bénin, que je reçois, même actuellement, des gens que je reçois périodiquement. Donc, la difficulté que j'ai surtout, c'est j'ai des difficultés par rapport à certaines pratiques. Et nous, je parle par rapport à ma profession, hein. Je n'arrive pas, c'est un métier d'observation. Il faut que j'arrive à observer tous les micro-mouvements du visage de la personne
pour pouvoir savoir bien me positionner parce que j'ai besoin de ces informations-là pour pouvoir mieux aider la personne. Alors, dans le travail de consultations en ligne, j'ai des difficultés à discerner tout cela. Il y a des pratiques aussi, bon, des thérapies de tapping, des thérapies de libération émotionnelle où la personne a besoin de voir ce que tu fais. Bon, j'ai un peu de difficulté dans ces éléments-là, à pratiquer ces éléments. Sinon, c'est le télétravail, ou bien, oui, la consultation en ligne, je vais dire, c'est quelque chose bien aussi parce que ça permet en tout cas, de rejoindre des gens qui sont à l'autre bout du monde autant que possible. Donc, c'est ce que je peux dire sur le coup. J'ai rattrapé au dernier moment des thèmes qui ont été abordé par le communicateur que je trouve très intéressant. Je regrette de ne pas pouvoir attraper ces communications, ces explications par rapport à ce thème-là. En tout cas, ce sont des thèmes très intéressants pour moi en tant que professionnel de la psychologie. Voilà. Merci beaucoup, M. Pomelan. Oui. Il y a une question de M. Adeponon pour M. Adonis. M. Adeponon dit que vous avez parlé de la nécessité de connaître les forces et les limites du travail à distance, qu'il voudrait avoir plus d'explications à ce sujet. Avant d'aller à M. Adjeponon, je vais parler de M. Komlan. Je vais conseiller à M. Komlan pour les questions spécifiquement thérapeutiques de faire un effort de recherche sur la télémédecine et les outils technologiques qui sont déployés pour la télémédecine. Parce que c'est, comme je disais, je peux même arrimer ça à ce que je vais dire à monsieur Adjeponon tout à l'heure, c'est nous devons identifier en fait les outils avec lesquels nous fonctionnons et savoir quels sont les outils qui sont spécifiques et beaucoup plus viables dans le secteur d'activité qui nous concerne. Donc, en l'occurrence, la télémédecine, qui est toute une dimension de la médecine qui s'est avérée utile, enfin, donc, sur le plan distanciel. Et donc, je lui dirais de faire des recherches dans ce sens-là, de se rapprocher de professionnels qui exercent dans ces domaines-là. Parce que, bon, comme on dit, la psychologie a deux ou trois parties, la partie sociale, la partie médicale et la partie industrielle, donc de ressources humaines. Donc, il faut bien faire ce travail de recherche-là et pouvoir les bons outils, notamment en matière de vidéoconférence, en matière de réalité virtuelle, qu'on peut mettre, qu'il peut acquérir pour pouvoir faire ce travail-là, parce que les outils ne sont pas les mêmes que dans le cadre d'un autre secteur d'activité. Surtout quand on parle de tapping, de thérapie, qui demande généralement un certain contact avec le sujet concerné. Il faut pouvoir avoir des moyens déployés et je pense que toute une recherche sur la télémédecine va beaucoup l'aider. Avec plaisir, M. Komlan. Bon, pour M. Adjeponon, en fait, j'ai expliqué que vous devez vous asseoir et vous déterminer quels sont les outils que vous allez déployer. Et vous devez connaître, en fait, les différentes limites de chaque outil que vous utilisez. Par exemple, je vais utiliser Microsoft Teams. La raison pour laquelle certains préfèrent Microsoft Teams, c'est qu'il y a une intégration entre Microsoft Teams et les autres outils Microsoft, comme Skype ou même les outils Office, Word et tout ça là. Par contre, pour certains types d'activités, des webinaires, des vidéoconférences, avec par exemple, vous allez faire le module d'interprétation simultanée, c'est clair que Zoom Cloud Meeting est beaucoup plus utile ou beaucoup plus efficace que Microsoft Teams. Donc, c'est connaître les outils que vous allez déployer pour votre travail, votre télétravail, et maintenant, connaître les limites. C'est comme par exemple, vous avez une application comme Google Meet. J'ai rien contre Google Meet, mais Google Meet, par exemple, a toujours besoin d'une certaine forme de connexion Internet, d'une certaine capacité de données
parce qu'elle a beaucoup de sensibilité. Donc, vous allez voir que si vous êtes sur une réunion Google Meet, les gens rentrent et sortent de la salle facilement parce que le moins de souci de connexion vous déconnecte de la salle. Ce que vous n'avez pas dans ce cas, par exemple, avec Zoom. OK. Donc, c'est un peu ça. C'est connaître les outils, vous renseigner sur les outils, même demander avis de professionnels pour pouvoir déterminer ce qui correspond le plus à votre situation. Moi, par exemple, j'ai des réunions sur lesquelles je travaille sur Zoom, Microsoft Teams, d'autres sur Zoom Cloud Meeting. Donc, c'est pourquoi je disais, il faut connaître les outils, leurs limites. Donc, et savoir vendre également ces efforts d'innovation-là à votre équipe, à vos partenaires. Alors, cas pratique de M. Agbadje, un cas pratique, je vais voir. Un cas pratique, surtout l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de changement. Je suis actuellement en mission, il faut des attitudes d'un stade de 10 personnes, que je change l'habitude d'un stade de 10 personnes en les rendant procéduriers par rapport au manuel de programme que j'ai rédigé. Je vais de me renseigner sur les attitudes qu'il a développées et le procédé qu'il me recommande. Il faut en fait avoir deux éléments. Un, qui est la formation, l'explication. Deux, c'est des séances d'explication et de feedback sur la compréhension que les participants de l'équipe a sur les nouvelles procédures. Mais d'abord, un peu un travail de vente. Vous leur vendez des réformes. Donc, c'est l'intelligence de changement. Et dans le même temps, vous devez les amener à comprendre que tout ce que vous implémentez comme changement est fait pour les rendre beaucoup plus efficaces. C'est tout ce que vous devez faire. Ce n'est pas, en fait, vous stresser sur est-ce qu'ils vont accepter, est-ce qu'ils ne vont pas accepter. C'est vendre ce que vous avez comme gain d'efficacité, de valeur ajoutée avec l'usage de nouvelles procédures. Également, avoir des explications de groupe et individuelles pour vous donner un délai de mise en œuvre de ces méthodes-là. Donc, il faut beaucoup de séances d'explication avec des éléments de feedback et de compte rendu, donc de retour de leur part. Avoir également la capacité d'avoir ceux qui sont les plus ouverts à ces nouvelles procédures-là, qui deviennent des champions ou des co-champions avec vous de la mise en œuvre de ces réformes-là. Voilà. Merci encore, M. Adjé, M. Agbadje. Merci beaucoup, M. Andonis, pour les différentes réponses données aux questions de M. Adjé Ponon et de M. Gendas. Je pense que je vais peut-être ajouter quelque chose à la dernière réponse donnée par M. Andonis sur la question de M. Gendas. Je pense aussi également que dans ce cas, afin d'amener son équipe à pouvoir respecter le manuel de procédure, il faut aussi également les amener à s'approprier de ce manuel. Par des séances, M. Adonis l'a dit, par des sessions de formation, de renforcement des capacités d'appropriation du manuel, et leur permettre d'avoir un temps d'observation pour qu'ils puissent savoir un peu, en tout cas, c'est vrai que c'est des réformes qui veulent être mises en œuvre, et il est certain que ça ne va pas prendre, c'est-à-dire quoi, ça ne va pas prendre automatiquement, ça va connaître un peu de difficultés dès le départ. Donc, il faut leur laisser un peu de temps d'observation, le temps de pouvoir corriger les dysfonctionnements, et aussi, même, ça permettra de remettre en cause par moment le manuel pour voir s'il n'y a pas des choses à corriger. Donc, je crois qu'il faut un travail d'équipe, les amener à ce qu'ils puissent travailler en collaboration avec vous, revoir les côtés qui ne marchent pas certainement dans votre réforme, les amener à ce qu'ils puissent observer d'une part ces différentes réformes, comment les appliquer, corriger les erreurs. Et je crois qu'à partir de là, ils se sentiront beaucoup plus impliqués dans la démarche et ils pourront exactement faire tel que ces différents mécanismes proposés dans cette réforme soit mise en œuvre. Donc voilà un peu ce que je tiens à ajouter par rapport à la réponse de M. Adonis. Merci beaucoup, M. Apamoli. M. Adjé Ponon, vous avez votre main toujours levée ou bien c'est l'ancienne main qui est toujours levée? M. Adjé Ponon? Il y a M. Adjé Ponon qui avait dit, corrigeant le temps, je ne sais pas si vous avez déjà abordé, il parlait entre-temps des formes
Oui, j'ai répondu à sa préoccupation tout à l'heure. J'ai expliqué que c'est une question de choix, d'expertise et de mesure des pour et contre. Donc, c'est un choix avisé et une explication à son équipe des nouveaux outils à utiliser et de connaître les limites des uns et des autres en termes de ces outils-là. Monsieur Adjep, on a quelque chose à ajouter? C'est bon? Je crois que c'est bon hein, pour M. Adjep. Monsieur Raoul Yakpa, je ne sais pas si M. Raoul Yakpa est avec nous. Bonsoir, M. Raoul. Monsieur Raoul, si vous êtes là, votre... Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Yakpa. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai rattrapé un peu le train en marche et j'ai suivi quelques interventions. Pour moi, c'est un sujet assez intéressant. Et moi qui suis spécialiste en gestion des ressources humaines, au regard des nouvelles réalités que nous impose le monde du travail, que nous impose le Covid, j'ai expérimenté aussi le télétravail. Les conditions sanitaires, les conditions de restriction nous ont amené à faire un réajustement des plannings de travail, à envoyer certaines équipes en congé, à mettre d'autres en télétravail. Actuellement, je suis dans un domaine où on a forcément besoin d'être en permanence connecté pour pouvoir traiter les requêtes des clients. Et donc, ça a nécessité qu'on fasse un redéploiement des équipements dans les domiciles des intéressés, bien évidemment après certaines formalités, après avoir signé un protocole qui contient un certain nombre de clauses en termes de on va dire, sécurité des équipements déployés, en termes de responsabilité en cas de détérioration et surtout en termes de suivi d'atteinte des objectifs. Donc, voilà, moi, mes expériences par rapport au télétravail. Évidemment, ça a nécessité qu'on fasse un update, c'est-à-dire qu'on fasse signer des avenants sur les contrats les anciens contrats qui étaient déjà en cours d'utilisation. On a dû apporter des avenants pour inclure ces nouvelles clauses qui concernent le télétravail. Donc, on continue à observer, on regarde. Voilà, la problématique, c'est pas toujours évident d'avoir des outils pour mesurer l'atteinte des objectifs par les équipes, les employés mis en télétravail. Donc, si j'ai une question, c'est de demander, dans le cas où il n'est pas toujours évident d'avoir un outil pour évaluer à distance, en temps réel, l'atteinte des objectifs par le personnel en télétravail, quelle autre méthode ou technique on peut utiliser pour s'assurer que, par exemple, les équipes mises en télétravail ne font pas semblant d'être connectées, ne font pas semblant de travailler, mais se consacrent réellement à ce pourquoi on leur paiera le salaire à la fin du mois, tout en sachant que le salaire dépend aussi des bénéfices engrangés et donc forcément des niveaux de performance atteints par l'ensemble des équipes. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Yakpa. Merci. Une question d'un professionnel de ressources humaines, Bontin. En fait, moi, déjà, je ne connais pas votre secteur d'activité, mais je vais essayer de répondre de façon générale. Pourquoi je le dis? Parce que selon le secteur d'activité, on sait quel type de tâches, généralement, sont requises de la part du personnel, dans un premier temps. Première chose, c'est avoir des réunions par étapes. Ne pas laisser tout à la possibilité qu'ils comprennent
qu'ils sont des adultes responsables qui vont assumer leurs responsabilités, mais avoir des étapes, des réunions d'étapes et d'évaluation de part des comptes rendus bien précis. Ensuite, comme je l'ai dit, je ne peux pas me prononcer de façon spécifique selon le secteur, car le secteur déterminera quel type de tâches sont requises par les professionnels. Cependant, autant vous avez des obligations à 5 ans, des obligations à 1 an, obligation de résultat, bien je veux dire, à 1 an, à 6 mois, à 2 mois, à 1 mois, à la semaine, vous devez avoir un effort de travail où vous vous retrouvez sur votre plateforme collaborative pour faire le point étape par étape et vous faites un suivi individuel des employés. Parce que quand je parle mesurer l'atteinte de l'objectif, un objectif qui va être atteint doit passer par un processus d'atteinte des objectifs. Ce qui veut dire que sur l'objectif à atteindre sur le mois, si vous ne le ramenez pas à la semaine, à la quinzaine, aux 3 semaines, je ne sais pas comment, 2 jours avant la fin du mois, vous pouvez vous asseoir et atteindre vos objectifs. 1. En termes, si ce sont les objectifs de vente, par exemple, si ce sont les objectifs de vente, vous devez faire un suivi régulier du niveau de performance et des retours réels, parce que quand il y a vente, c'est qu'il y a le portefeuille qui s'en ressent, qui s'en ressent, et également, vous avez des entrées qui s'en ressentent. Ensuite, lorsque vous avez autres activités qui sont plus conceptuelles ou intellectuelles, vous devez avoir des rapports d'étape que vous mettez en place, des canevas de rapports d'étape où ils doivent renseigner, quel que soit l'endroit où ils sont, où est-ce qu'ils en sont, et également avoir l'obligation de prendre part de façon effective à des réunions. Ce n'est pas juste se connecter, laisser son ordinateur allumé, c'est s'assurer que les gens, ils ont le matériel nécessaire pour avoir des vidéoconférences, que vous sachiez que les gens sont connectés, fassent les points et qu'elles puissent délivrer. Donc, au-delà d'un élément important qui est délégué beaucoup d'éléments d'autonomie aux employés, il y a une grande obligation de compte rendu qui va passer par un contrôle peut-être beaucoup plus régulier de l'atteinte de ces objectifs qui sont découpés en jalons. Il y a des jalons qui vont vous mener vers l'objectif final. Je ne sais pas si on peut avoir un accord de compréhension sur ce qui a été partagé, M. Yakwa. Oui, merci pour l'idée. C'est vrai, on peut faire un suivi bien en réalisation des objectifs, surtout quand ces objectifs, on peut les quantifier. Ça dit par exemple qu'il y a des ventes à réaliser, voilà. Par contre, si il s'agit de postes où l'objectif n'est pas quantifiable, comme par exemple faire des ventes, ou je dis n'importe quoi, c'est de la gestion clientèle en ligne, par exemple, oui. Où c'est pas toujours évident d'avoir les feedbacks en temps réel. Comment est-ce que on pourrait s'y prendre pour vraiment mesurer au-delà des enquêtes de satisfaction qui peuvent se faire, mais là, vous convenez avec moi que ça ne peut pas être en temps réel. Moi, j'ai besoin d'avoir des techniques qui me permettent de procéder à une évaluation en temps réel, par exemple pour des postes de, comment vous appelez ça, gestion clientèle en ligne, ou bien par exemple pour un poste d'administration. Vous voyez, comment arriver à quantifier effectivement Je comprends. Donc, que l'employé fait le travail. Fait. Il faut donc en fait il faut d'abord un contrat de confiance. Parce qu'on ne peut pas travailler ensemble dans la durée et dans l'efficacité s'il n'y a pas un contrat de confiance. Il faut qu'on sache que l'employé est digne est un employé de bonne foi et que l'employeur est digne de confiance. 1. De 2, que vous ayez une méthode de renseigner des données précises sur les clients. Par exemple, je fais un travail administratif ou un travail de gestion de clientèle, vous avez un canevas qui fait que chaque jour ou chaque 2 jours, il doit renseigner quel est le profil du client, quelle est l'information il a eu sur le client, quel produit le client a désiré, quel a été le résumé de la discussion ou du suivi de la clientèle. Et que vous rapprochiez les délais de soumission de ces petits rapports-là, mini-rapports-là, plutôt que d'attendre la fin du mois ou du bimestre. Donc,
Également, pour le reste du travail administratif, c'est avoir des outils assez simplifiés, pas trop complexes, qui doivent être renseignés dans une base centrale que les niveaux, selon les niveaux d'accès, donc le niveau administrateur, par exemple, pour le chef d'équipe, un autre niveau pour peut-être le directeur du département, puissent interroger et rapidement savoir qui est à quel niveau. Donc, c'est des outils de travail collaboratif que vous pouvez, avec des accompagnateurs, des développeurs, mettre en place, des outils qui ne sont pas compliqués pour qu'on ne se réfugie pas devant des complexités technologiques pour ne pas faire le travail. C'est juste pour avoir des éléments de feedback de ce qui a été fait et de ce qu'il y a comme retour. Donc, c'est au cas par cas, selon votre domaine d'activité, selon les activités, les tâches menées, que vous commencez par avoir le sens de renseigner sur ce qui a été fait à travers des outils collaboratifs et de compte rendu simplifiés. Moi, j'opte toujours pour les choses simplifiées pour que le sujet ne se réfugie pas derrière des complexités technologiques, en fait. Monsieur Yakwa? Oui, c'est bon, ça fait sens. Merci. Je crois que c'est une bonne idée à exploiter. Merci encore. Je vous en prie. Monsieur Adonis, je pense que je vais aussi quelque chose à propos de ce que monsieur Adonis a dit. Aujourd'hui, dans le réseau, nous avons essayé d'expérimenter un peu un outil. C'est vrai que nous avons tenté de le faire, mais nous avons remarqué que c'est plutôt exploitable. Tel que monsieur Yakwa a dit, dans le cadre des travaux administratifs, hein, comment est-ce que dans un contexte de télétravail, comment on peut s'assurer réellement que l'employé fait son travail à la maison et qu'il ne laisse pas son poste ouvert, ou bien il passe tout son temps sur les réseaux sociaux et puis à la fin du mois, le travail n'est pas. Et aujourd'hui, nous, en faisant nos recherches, parce que nous sommes dans un processus d'évaluation permanente de ceux qui travaillent avec nous, ceux qui sont de réseau, nous avons découvert qu'aujourd'hui, il existe une application. C'est l'appel, mais je crois qu'il y a une application où aujourd'hui, si cela s'implémente dans le système d'information de la structure, plateforme bien évidemment développée pour le compte de la structure, cette application permet à n'importe quel niveau de savoir quand est-ce que l'employé s'est connecté sur le site de la plateforme bien évidemment de la structure. L'application sait quand est-ce que l'employé a touché un dossier de la structure durant la journée, on définit même la tranche d'horaire sur l'application. L'application détermine aussi également quand est-ce que, ou bien combien de fois l'employé a laissé son poste, c'est-à-dire quoi, a laissé l'interface de travail de la structure pour se connecter sur peut-être sa page Facebook, sur son ordinateur. Donc, ça renseigne un peu, je dirais, le mouvement, bien évidemment, de l'employé sur l'ordinateur, sur les outils mis à disposition de l'employé dans le cadre de son service. Donc, je peux aussi exploiter cette possibilité pour que, s'il s'agit réellement de contrôler et d'évaluer un peu la tâche de vos employés dans le cadre de leur service, vous pouvez utiliser, en tout cas, vous investir, faire les recherches dans ce sens pour voir comment est-ce qu'il faut peut-être implémenter un type d'application dans votre interface de travail. Donc, voilà un peu ce que je tiens à ajouter par rapport à la réponse de M. Adonis. Sans m'inscrire en faux et sans être en opposition à ce qui a été dit par M. Akwamoli, il y a des limites, en fait, à certaines mises en œuvre. Je vais m'expliquer. Vous savez, vous devez faire la différence ou la démarcation entre le suivi du travail et l'intrusion dans la vie de l'employé. Parce qu'à distance, l'employé a une marge d'autonomie qui est plus importante qu'en présentiel et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. En fait, la préoccupation réelle de M. Yakwa, qui est la préoccupation qui doit être en fait celle de l'employeur, c'est le résultat obtenu. Je peux passer tout le temps sans performer.
Je peux passer tout le temps connecté, faire du travail sur les documents de l'entreprise. Ça ne veut pas garantir que j'atteigne les objectifs. Dans le même temps, on peut vous opposer une intrusion dans la gestion, dans la vie de tous les jours de la personne. Dans le même temps, en télétravail, vous avez une flexibilité horaire qui n'est pas la même qu'en présentiel. Je peux décider de faire un travail qui se fait de 8h à midi, je peux décider de le faire de 20h à minuit. L'important est qu'au jour J, je puisse rendre compte. C'est pourquoi il faut pouvoir faire plutôt des évaluations d'objectifs concrètement atteints plutôt qu'un contrôle du travail fait ou dans la tâche accomplie, parce que vous pouvez être en porte-à-faux avec des questions de liberté individuelle, parce que dès que vous avez fait une surexploitation de technologie dans le vécu de la personne, automatiquement, vous pouvez être en porte-à-faux avec des obligations de respect de la vie de la personne. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est supposé être en train de travailler que ce n'est pas sa vie privée, parce qu'il n'est plus sur le lieu physique de travail. La plateforme collaborative du travail virtuel doit faire preuve de flexibilité pour permettre à la personne d'avoir une vie qu'il mène, que vous le veillez ou pas. Parce que vous devez déterminer le fait que la personne, lorsqu'elle se retrouve à la maison, ne peut plus se soustraire à des obligations domestiques, parentales. Vous devez plutôt vous assurer que la personne est capable de vous produire les résultats et donc faire un suivi plus rapproché de l'atteinte des objectifs. Voilà ce que j'avais comme contribution pour qu'on soit quand même dans un caveat et qu'on sache raison garder. C'était important que je le dise quand même. Oui, merci. Je crois que c'est pertinent. C'est pertinent. Je proposerais de mixer un peu les deux, sans trop abuser dans d'un sens comme dans l'autre. La surveillance, exactement, dans la surveillance des équipes à la maison, tout à fait, mais prioriser aussi l'évaluation en temps réel de l'atteinte des objectifs. Tout à fait. La voilà, révision en de sachant compte. que voilà, oui, l'employé est dans son environnement familial ou familier, oui. Cela pourrait un peu empiéter sur son travail. Un enfant qui pleure par ici, le portail qui fait du bruit par là-bas, tout ça peut le perturber. Et donc, en tenir compte dans l'évaluation. Et comme vous l'avez dit, compter sur la bonne foi et sur la confiance réciproque qui doit exister entre les deux parties. En même temps, en sachant que l'homme recherche toujours la facilité, a besoin de savoir que voilà, il doit être évalué, on le suit, et pour se mettre au pas parfois. Ça dépend aussi surtout du niveau du poste. C'est-à-dire que si j'ai affaire à un télévendeur, c'est pas la même rigueur que je mets que quand il s'agit d'un directeur, par exemple. Vous voyez? Tout à fait. Ça dépend aussi du niveau de responsabilité. Voilà. Absolument, absolument. Merci. Je crois qu'on a encore 2 minutes. Dans 2 minutes, je crois que ce sera bon. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre session de ce jour. Je tiens à remercier tous les participants pour leur présence effective. Également, je tiens à remercier M. Adonis pour cette communication. C'est vrai que c'est vraiment intéressant, enrichissant. Nous avons assez tiré d'informations très utiles pour différentes équipes que nous conduisons, et je crois que les informations, les expériences, les outils qui viennent d'être partagés seront utiles pour tout chacun de nous. Exercer du e-leadership efficacement, je crois que c'est bien possible. Il suffira juste de respecter, de veiller un certain nombre de critères, de mécanismes, de savoir utiliser les outils adéquats. Et je crois que l'exercice du e-leadership va pouvoir le faire dans toutes les conditions qu'il faut, et une réussite totale sera à la clé de cet exercice. Donc, je tiens à remercier beaucoup M. Adonis pour avoir accepté de venir donner cette communication, toujours disponible. Et je crois que la facture du réseau est en train d'augmenter, et nous allons quand même commencer par les vérifier. J'ai donné simplement. Nous vous disons merci. Mais ce sera avec plaisir d'accompagner l'engagement avec la reconnaissance, même si ce n'est pour quelque chose. C'est toujours bien de le faire. Ouais. Ça montre de la valeur qu'on a. Ouais. Merci encore. Merci tous les
participants et on se donne un rendez-vous. Je vais laisser M. Adonis dire un mot de fin pour clôturer la session de ce jour. Alors, merci encore pour l'invitation et bien sûr pour le fait de juger utile mes interventions et pertinentes mes contributions à la formation, bien sûr. Et je pense que c'est toujours un plaisir de revenir. Je mise bien sûr sur le réseautage et sur le partage afin que ça puisse nous ouvrir des portes de collaboration, chacun de nous individuellement et collectivement, pour offrir des services et pourquoi pas arriver à une question de prospérité partagée à travers, bien sûr, l'offre de nos compétences. Et donc, je crois que c'est dans cet esprit-là que je me rends disponible parce que c'est important d'huiler un réseau par la formation continue. Donc, ce sera avec toujours plaisir que je serai là. Merci encore. Portez-vous bien et à la prochaine.